Bonsoir. Alors, prenez place. Je tiens à remercier tout d'abord Emmanuel Figuera et Franck Gallo pour leur accueil toujours enthousiaste et bienveillant sur des sujets qui sont porteurs de valeur à leurs yeux. Ce soir, à l'occasion de l'anniversaire du 80e anniversaire de la libération des camps, c'est en tous les cas l'année, j'ai souhaité honorer les justes à travers l'histoire d'Adélaïde Hauteval, si remarquablement décrite par Sabine Fèvre, que je remercie pour sa présence, accompagnée de son mari, de nombreux amis, de représentants de l'Église protestante, de représentants de l'école Orthora, de nombreux amis qui sont ici présents. Et je la remercie d'avoir accepté de donner cette conférence. J'espère que nous serons un petit peu plus nombreux, mais en tous les cas, ce qui compte, c'est que vous connaissiez l'histoire de cette femme remarquable, parce que je considère que la mémoire reste une arme puissante pour lutter contre les démons de l'antisémitisme, et on en a un exemple tous les jours, malheureusement, de ces démons antisémites. On est tenté de se demander si on ne devrait pas se détacher de la mémoire, tourner la page, pour éviter de raviver les souffrances. Est-ce que la mémoire ne tue pas trop la mémoire? Mais je pense que le travail de mémoire est indispensable, même s'il n'est pas exclusif du pardon. Et on en a un exemple important entre la France et l'Allemagne. Et le travail remarquable qui est fait en Allemagne au niveau de la mémoire de la Shoah, du repentir et de l'éducation et surtout de la transmission aux jeunes. Alors, une autre question est aussi, le devoir de mémoire peut-il inhiber le présent, conduire à un culte du passé et nuire à une culture de vivre ensemble? La question se pose aussi, chez certains, de laisser une place à l'oubli, uniquement pour faire taire les divisions passées et assurer la concorde. Moi, je pense qu'une culture de paix commence par l'éducation et qu'au-delà de l'enseignement que l'on reçoit dans les collèges, les lycées, les écoles, toutes les actions éducatives menées dans le domaine de la mémoire constituent des moyens privilégiés qui visent à faire acquérir aux élèves les repères de l'histoire pour savoir d'où ils viennent et comprendre où ils vont. D'ailleurs, Simone Veil disait, qu'elle avait le sentiment que le jour où elle mourrait, c'est à la Shoah qu'elle penserait. Tellement elle en a été imprégnée et tellement elle a endossé le rôle de transmission de la mémoire. Je pense aussi que le travail de mémoire est indissociable de l'hommage au juste parmi les nations. Cet hommage qui est rendu au plus haut niveau par l'État d'Israël, puisque c'est un diplôme qui est délivré par l'État d'Israël, à la fois pour remercier les justes et pour les intégrer dans l'histoire israélienne. Et c'est l'histoire de la résistance d'Adélaïde Hauteval, médecin déportée à Auschwitz pour avoir défendu des justes et dont on se bat pour qu'elle puisse entrer au Panthéon, que j'ai choisi ce soir de vous proposer. Sabine vous parlera d'elle mieux que je ne pourrais le faire, donc je vais m'arrêter là. Je voulais aussi, et on le fera tout à l'heure, vous associer à la pétition qui est portée par le grand rabbin Chaim Corsia et le président de la Fédération protestante, qui est signée déjà par des figures politiques importantes, telles que Yael Braun-Pivet, Christian Estrosi également, des figures culturelles et intellectuelles, et j'espère que vous vous y associerez également en sortant de cette conférence, et parce que Chaim Corsia a dit d'elle qu'Adélaïde, c'est la grandeur incarnée dans la simplicité. Et je reconnais que cette panthéonisation rendrait hommage à toutes les femmes qui ont mis leur vie en danger pour la résistance, pour la liberté, pour la justice, qui sont des résistantes de l'ombre, qui ont rendu honneur à la France et préservé les valeurs de la République. Donc je vous souhaite une bonne conférence et puis je passe tout de suite la parole à Sabine. Merci beaucoup Martine, merci pour cet accueil. Merci à tous d'être présents. Je salue Julien Giraud de Stéphanis de l'Église protestante unie de Nice, les représentants de la communauté juive, Orthora, l'école polonaise et tous nos amis, et bien sûr Martine
sans qui, et Christian Estrosi, sans lesquels cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Et je dois dire que Christian Estrosi m'a apporté un soutien inconditionnel depuis que je lui ai offert ma biographie. Et il est très partie prenante et il m'a dit il faut absolument œuvrer pour faire connaître cette grande figure, cette grande héroïne, cette figure marquante de notre histoire collective que je vais vous présenter maintenant. Pour me présenter moi-même, en fait, c'est assez court. Je suis professeure de lettres. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années au collège et au lycée. Je me suis occupée d'enfants qui souffraient de déficience cognitive jusqu'en 2012. Et puis en 2012, nous sommes arrivés à Nice. Mon mari dirige l'établissement Stanislas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un petit peu autre chose. Je me suis intéressée à Adélaïde Oval bien avant notre arrivée à Nice. Donc ce parcours d'écriture date d'il y a déjà 15 ans. Il aboutit aujourd'hui, vous voyez, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Et il aboutit notamment grâce à Daniel Vancier, qui a été un soutien précieux, et ainsi que Georges Hopman, qui est un professeur d'université de l'université de Strasbourg, et qui est le premier biographe d'Adélaïde Oval. Et je vais vous présenter maintenant ce parcours d'Adélaïde Oval. Adélaïde Oval, donc, dite Heidi, est née le 1er janvier 1906, donc au Ovalde, qui était une petite commune de l'Alsace qui était alors annexée à l'Allemagne. Elle est la 7e enfant du pasteur réformé Philipp Haas et de son épouse Sophie Ledy-Kunst. Le pasteur était très francophile et il avait demandé à pouvoir changer son nom de Haas en Oval, donc, ce qui explique le nom, qui est la francisation en fait du Hovald en Oval, qui est la francisation du nom de la petite commune où il avait exercé ses fonctions de pasteur entre 1896 et 1911. Le pasteur avait également transmis à ses enfants, sa nombreuse famille, un sentiment d'empathie très fort pour le peuple de l'Écriture, ce qui a fait dire à Heidi en 1972 cette vénération envers les Juifs ne m'a jamais quittée. Je ne pourrais oublier qu'ils ont souffert plus qu'aucun autre peuple dans l'histoire. Et en fait, le père identifiait la douleur des Hébreux exilés au sort des familles alsaciennes séparées de leur patrie française suite à la guerre franco-allemande de 1870. Elle fait ses études de médecine. Elle a décidé très tôt de devenir médecin dès l'âge de 4 ans. Et elle fait ses études de médecine à Strasbourg. Elle se spécialise en psychiatrie. Et elle commence à travailler sous la direction de Charles Sersdorf, qui était à l'époque un grand spécialiste de la psychiatrie infantile. Et elle soutient une thèse sur la localisation des troubles psychiques post-commotionnels en 1934 à la faculté de Strasbourg. Elle fonde avec son frère Philippe Emmanuel un institut pour des enfants qui avaient des retards de développement, des retards cognitifs, et donc elle s'en occupe avec son frère et sa sœur Dorothée, dite Dorette, donc avec une prise en charge globale dédiée à ces enfants jusqu'à l'âge de 12 ans qui ne pouvaient pas suivre un cursus scolaire ordinaire. Elle s'en occupe donc avec son frère que l'on voit ici, Adélaïde est à gauche, Philippe Emmanuel, et Dorothée, dite Dorette, à droite, avec laquelle elle entretient des liens très forts. Et pendant sa déportation, avant d'arriver à Auschwitz, elle va lui envoyer de nombreuses lettres pour lui expliquer ce qu'elle traverse. À fin 1939, Adélaïde décide d'accompagner les malades mentaux qui ont été transférés de la clinique psychiatrique vers le sud-ouest de la France, donc d'abord à Vauclair en Dordogne, puis à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Adélaïde n'était ni juive ni communiste, mais elle a été arrêtée en gare de Vierzon fin mai 1942 pour avoir franchi sans laisser passer la ligne de démarcation. Elle n'avait pas de laissez-passer et donc elle s'est retrouvée là à devoir expliquer, à justifier sa présence sur cette ligne de démarcation. Elle se trouvait interrogée dans le bureau de la douane quand sont arrivés 2 soldats allemands qui, d'après ce qu'elle a écrit, maltraitaient la France en parole. Elle n'a pas pu supporter cela et elle a répliqué face aux soldats éberlués, et cela lui a valu 6 semaines de prison. Elle s'adressait à eux en allemand. Cela n'a pas plu du tout aux autorités, donc elle a écopé de 6 semaines de prison. Elle écrit à ce sujet « J'ai été conduite à la prison de Bourges où je me trouvais avec d'autres détenus. C'est à ce moment qu'eurent lieu les rafles des Israélites, dont beaucoup étaient amenés à la prison, rafles qui nous bouleversaient.
Une juive a été placée dans ma cellule et je découvris qu'elle portait une étoile cousue sur sa veste. Pour attirer l'attention de la Gestapo, je m'en suis confectionné une en papier, a-t-elle écrit dans ses mémoires. En fait, elle découvre l'obligation de porter l'étoile juive qui était très récente, qui datait du 7 juin. Premier geste de résistance, elle se confectionne une étoile en papier pour attirer l'attention de la Gestapo. Quelque temps plus tard, la Gestapo vient chercher la jeune juive qui se trouvait avec elle dans sa cellule, et là, elle manifeste encore une fois son indignation. En allemand. « Pourquoi faites-vous cela de marquer les juifs? Les juifs sont des gens comme les autres. » La Gestapo lui demande d'abord de retirer ses propos sur les juifs. « Retirez vos propos et vous serez libérés. » Ce à quoi elle rétorque « Mais enfin, les juifs sont bien des gens comme les autres. » La Gestapo me dit « Du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort. » Quelques jours après, il lui apporte l'étoile juive avec une bande de toile, donc elle doit coudre sur son vêtement, ainsi qu'une bande de toile blanche sur laquelle on trouve l'inscription « Amis des Juifs ». Le lendemain, elle fut emmenée au camp de Pithiviers. Donc en principe, elle devait être libérée début juillet, mais son attitude et ses déclarations ont fait qu'elle a été maintenue plus longtemps en prison. Le 11 juillet, le lieutenant Éric Hasseux, qui était chef de la Gestapo de Bourges, écrit au préfet du Cher « La détenue Marthe Oval, qui porte l'insigne juif, comme marque de sympathie, doit être transférée le même jour, donc c'était le 14 juillet, à Pithiviers. » Elle y arrive donc le 15 juillet, peu avant l'arrivée de 4000 personnes juives arrêtées dans la rafle du Veldiv, premier afflux très important de personnes, et elle s'occupe essentiellement de l'infirmerie qui est située à l'entrée du camp. Elle est chargée de détecter les personnes qui sont atteintes de maladies infectieuses et pour les isoler et s'en occuper. Et elle va s'occuper essentiellement des enfants. Donc 13 152 personnes de la rafle du Veldiv. Elle assiste au premier convoi, donc le premier convoi auquel elle assiste, pas celui-ci, c'est le convoi numéro 6, dans lequel se trouvait le père de Daniel Vancier, le convoi numéro 6 qui quitte Pithiviers le 17 juillet 1942 à 6h15. Le 8e, pardon, je vais un peu trop vite. Voilà, le 8e convoi de déportation sur 928 personnes, 94 survivants à la déportation. Et puis ce convoi numéro 14, qu'on a appelé le convoi des mères, dont vous avez vu des scènes dans la rafle par exemple, le plus terrible est celui du 2 août. On sépare les parents des enfants, ces derniers doivent rester au camp. On se représente ce que cela signifie lorsqu'on sait qu'il y en avait 1200. Seuls les enfants au-dessus de 15 ans peuvent accompagner leur famille. Scène abominable, a-t-elle écrit dans ses mémoires. Elle écrira également que la France ne pourrait à ses yeux jamais se relever d'une honte pareille. Elle s'occupe des enfants, en fait, après ce convoi, elle s'occupe des enfants pendant 3 semaines, et en particulier des soins nocturnes. Donc ces 1200 enfants qui sont privés, séparés de leur mère, c'est elle qui s'en est occupée, en fait, pendant les 3 semaines qui ont suivi, avant que ces enfants soient eux-mêmes déportés. Pendant ce temps-là, sa famille fait des démarches pour qu'elle soit libérée. Sa sœur Dorothée écrit au maréchal Pétain le 9 septembre « Je vous demande, monsieur le maréchal, si la France ne pourrait pas faire quelque chose par votre intermédiaire afin qu'elle nous soit rendue, mais ma sœur ne rétractera sans doute rien de ce qui lui a causé ce préjudice temporel. » Cette lettre, on ne sait pas si elle a été lue, il n'y a pas eu de réponse, et en fait, cette lettre dit vraiment qui était Adélaïde Oval, une femme qui ne renierait pas ses convictions. Sa sœur savait qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'était quelque chose d'impératif pour Adélaïde que de rester dans ce camp et soigner ces personnes qui étaient enfermées. Elle l'a vécu véritablement comme une mission. Début novembre, elle est envoyée à la prison d'Orléans où on lui fait subir un jugement, enfin ce qu'elle appelle un simili-jugement, c'est-à-dire qu'on lui fait croire qu'elle est anarchiste et que donc elle doit être déportée à cause de ça, alors qu'elle n'a jamais eu d'engagement politique quelconque. Et elle explique, c'était très dur cette période, j'ai été modérée bien que conséquente et eux ont été âpres car il le fallait pour leur cause. Et elle espère toujours être libérée malgré tout. Elle se dit mais ce n'est pas possible. Et donc elle se pose plein de questions et elle espère que le miracle va se produire. Elle dit le miracle peut se produire encore, mais on peut aussi se tromper. Mais il y a eu des signes précurseurs. On est venu prendre le peu d'argent qui me restait encore. On a réclamé les papiers, les ciseaux, et au moment de la fouille, on ne m'a rien laissé, même pas une aiguille. Donc c'est la dépossession totale.
et elle est envoyée après ce simili-jugement donc, au fort de Romainville, où elle retrouve donc les 230 femmes déportées, pas déportées, qui vont être déportées, 230 femmes résistantes communistes, assez connues à l'époque, Charlotte Delbo, Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, et elle forme avec ces femmes donc une communauté très liée par une fraternité qui dépasse leur clivage en fait. Elle vit vraiment cela comme quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle ne partage pas en fait leur combat politique au sens strict, mais les valeurs qui fondent leur engagement les rassemblent. Et c'est ça qui va l'aider en fait à traverser toutes ces étapes au fur et à mesure. Donc, et elles sont déportées ensemble donc, par le convoi dit des 31 000, qui est le numéro du matricule qui leur est attribué à leur arrivée à Auschwitz. Donc, le 24 janvier 1943, elles partent de Compiègne et là, elles sont envoyées à Auschwitz dans des wagons à bestiaux. Et Adélaïde Oval aura le courage de rire de cette situation, si l'on peut dire, c'est quand même assez étonnant. Elle a dit « Moi qui rêvais depuis toujours de voyager sans bagages, j'étais servie ». Elle garde une sorte de foi résolue à contre-courant totalement et toujours optimiste jusqu'à ce qu'elle arrive à Auschwitz. En fait, elle espère jusqu'à l'arrivée à Auschwitz qu'elle pourra faire quelque chose, inverser le cours des événements jusqu'à Auschwitz. Mais elle arrive à Auschwitz le 27 janvier 1943 et là, ce premier contact avec la réalité d'Auschwitz la sidère totalement. Elle explique « On nous fait descendre une plaine immense toute en neige, du brouillard, des corbeaux. Nous croisons des files d'hommes aux costumes rayés, puis des femmes, têtes rasées, des faces hébétées, fils de fer électrifiés qui se perdent à l'infini. La détresse menace de nous envahir et comme par défi, toutes nous chantons la Marseillaise avant d'entrer. » Voilà, et ce qui va leur valoir beaucoup de rétorsions, puisqu'à ce moment-là, l'une des femmes tondues se met à taper dans le tas. Adélaïde est extrêmement surprise de voir des détenus qui tapent les leurs. Pour elle, c'est quelque chose d'incompréhensible. Car ce système, en fait, qui était conçu par les nazis, était fait de telle sorte que les leviers de pouvoir étaient confiés à des détenus de droit commun, et que donc ces personnes avaient le pouvoir sur les autres détenus, ce qui faisait des détenus qui leur auraient été socialement supérieurs dans la vie ordinaire et qui là étaient sous leurs ordres, ce qui faisait en fait germer, ressortir des désirs de toute puissance, d'écraser des gens qui dans la vie ordinaire leur seraient supérieurs, et cela ouvrait à ces nouveaux potentats des horizons illimités de possibilités de terrorisme, d'abus, de vol, et c'était une levée en masse de haine, de désir de vengeance, mais aussi d'attitude rampante, de flatterie pour se faire bien voir et de dénonciation. Un système vraiment qui était basé sur cela. Pour elle, c'était totalement incompréhensible et elle a expliqué très vite que c'était pour elle un infini de détresse où la destruction faisait office de loi. Elle reçoit le matricule 31 802, puis est envoyée au revire de Birkenau, au bloc 22, qui est un bloc d'infirmerie, enfin dit d'infirmerie, qui abrite des détenues allemandes, exclusivement allemandes, prostituées et criminelles, donc triangle noir ouvert. L'ensemble du personnel est exclusivement allemand. Les Allemands, en effet, ne voulaient pas mêler même la Ligue du peuple allemand à des étrangers quels qu'ils soient. Et donc Adélaïde, qui est une Française, arrive malgré tout dans ce bloc et elle est accueillie, elle est très très mal accueillie. Elle dit « Vous comprendrez que mon arrivée détonne dans ce milieu si sélect ». Elle est accueillie par des menaces, des injures, auxquelles elle ne répond pas, et en fait elle va se concentrer sur son devoir de médecin. Pour elle, son devoir est de soigner ces femmes, quelles qu'elles soient. Et les nazis, en particulier le docteur Wirth, qui est le médecin responsable, lui demande d'établir des diagnostics d'incapacité de travail. En fait, les Allemands veulent l'associer à leur système de sélection. Et elle sait très bien que cela va conduire ces pauvres femmes à la chambre à gaz. Concernant les diagnostics qui lui sont demandés, elle explique « Je m'arrange bien sûr à faire des diagnostics inoffensifs car je ne sais que trop quelles sont leurs intentions. Mais les ordres précisent que les conclusions doivent se terminer par « est incapable de travailler, ce qui signe un arrêt de mort ». Je n'ajoute pas cette phrase à la fin du compte-rendu.
Convoquée, elle doit s'expliquer sur son refus d'apposer cette mention. Le docteur Roth, qui la reçoit, lui dit « Écoutez, je vais le faire moi-même, parce que de toute façon, ça revient au même, et nous ne sommes que des instruments, nous devons nous durcir. » Alors pour Adélaïde, ce n'est pas possible, c'est hors de question, et donc pour elle, c'est le comble de l'asservissement, elle refuse. Et finalement, c'est une de ses collègues autrichiennes qui le fait à sa place, et ça va la tourmenter toute sa vie de savoir qu'elle a délégué à une autre personne cette fameuse mention « est incapable de travailler » qui équivalait à un arrêt de mort. C'est une grande source pour elle de tourment. Le docteur Wirth, donc le médecin qui était médecin responsable du camp d'Auschwitz, lui demande de faire de la gynécologie médicale, de la gynécologie tout court, avec lui au bloc 10 du camp de base d'Auschwitz, dans lesquels les médecins nazis Eduard Wirth, Karl Klauberg et Horst Schumann s'adonnaient à des expériences dites médicales, en particulier de stérilisation sur 400 à 500 cobayes juives. Donc tous ces médecins en fait utilisaient le camp de concentration comme un lieu de recherche, et les personnes qui y étaient, les déportés, constituaient le vivier d'expérimentation pour leurs travaux de recherche. Et donc le sujet du moment pour eux était la stérilisation. Donc Karl Klauberg, qui travaillait sur les hormones sexuelles féminines, avait essayé d'inventer un produit pour injecter un produit caustique dans l'utérus pour boucher les trompes des femmes. Eduard Wirth travaillait sur la détection des cancers, des lésions précancéreuses du col de l'utérus, ce qui conduisait en réalité le plus souvent à mutiler des femmes puisqu'elles étaient opérées sans être du tout malades, et en fait on leur prélevait le col de l'utérus. Et donc surtout ces pauvres femmes étaient laissées sans soins post-opératoires et elles mouraient dans des conditions terribles. Et Horst Schumann travaillait sur les irradiations d'ovaires qu'il faisait suivre d'ovariectomie. Donc en fait il faisait subir à ces femmes des radiations assez hasardeuses avec un matériel hasardeux, et donc il lui arrivait de brûler les intestins, d'autres parties du corps que les ovaires, et donc les femmes repartaient, elles ne pouvaient pas survivre à ces douleurs terribles, et donc qui étaient en plus suivies d'une série d'opérations qui destinaient à les empêcher de donner vie, en fait, de donner la vie. Donc Adélaïde manifeste immédiatement son refus. « Je suis troublée car voilà une chose à laquelle je ne veux pas participer. Je dis, j'y suis absolument opposée. Étonnement fin ou réel de ce qu'un médecin puisse être l'adversaire d'une méthode de sélection assurant une sauvegarde de la race. Je réponds que ceci est fort discutable. On me demande mon avis sur la stérilisation. Je réponds, j'y suis absolument opposée. Puis la discussion s'élargit, on parle des Juifs. Je ne puis m'empêcher de lui dire que personne n'avait le droit de disposer ainsi de la vie des gens. L'effet semble immédiat, on ne me parle plus d'aider le professeur Klauberg. Mais ce n'est qu'au temporaire car d'autres vont se présenter à elle avec les mêmes intentions. En particulier, un médecin nazi, Horst Schumann, qu'elle décrit comme étant un homme sans scrupules, à face de brute, le type du nouvel idéal raciste germanique, veut la forcer à réaliser des narcoses sur de très jeunes filles juives grecques qui avaient entre 16 et 18 ans, très très jeunes filles, avant de leur faire subir une ovariectomie. Elle refuse et est dénoncée à Eduard Wirth. Celui-ci la convoque en présence de plusieurs SS armés. « Est-ce vrai que vous avez refusé d'aider aux opérations, de faire des narcoses ?»« Oui. Pourquoi ? Parce que c'est contraire à mes convictions. Ne voyez-vous donc pas que ces gens, les Juifs, sont tout différents de vous ? Je ne puis m'empêcher de lui répondre que bien des gens sont différents de moi, par exemple lui-même. » Cette réplique a été ensuite qualifiée de foudroyante lors d'un procès célèbre à Londres en 1964, où la parole d'Adélaïde a pu être libérée. Elle a parlé de ce qu'elle avait vécu à Auschwitz, et sa personnalité a véritablement impressionné les juges. Et Wirth était abasourdi, il n'a pas réagi. Adélaïde a commenté sa réplique dans les années 60 auprès de Jean Rosenthal, qui fut compagnon de la Libération, et il a mené un entretien avec elle, un entretien qui a été publié dans l'Express en 1964. Elle lui a dit « Vous savez, je suis spécialisée en psychiatrie, et souvent, le comportement des Allemands m'a rappelé les attitudes psychologiques de certains arriérés. Au fond, ce sont des faibles qui cherchent toujours à dissimuler leur faiblesse sous des rêves de compensation. Si on leur tient tête, ils sont sans réaction, ils sont démontés. » C'était fort quand même. Après cette discussion, Adélaïde déclare « Ma conviction est faite, je ne puis plus me prêter à l'exécution de leurs ordres. »
Alors, il faut dire que c'était un lieu absolument lugubre, et donc, en fait, à l'étage du bloc 10 qui se trouve à droite, donc vous avez le bloc 10, le bloc 11, et la cour des exécutions au milieu. Et les nazis avaient mis des planches de bois sur toutes les fenêtres du premier étage pour empêcher les femmes de voir ce qui se passait dans la cour des exécutions. Mais les femmes ont réussi à voir parce qu'il y avait des interstices, des raies de lumière, et les femmes ont pu voir ce qui se passait dans cette cour. Et c'est absolument terrible. Donc Adélaïde, je ne peux pas rester ici. Et quand elle accueille le médecin Dorota Lorska, elle lui dit les Allemands ne permettront pas aux gens qui savent ce qui se passe ici de reprendre contact avec le monde extérieur. Donc pour le peu de temps qui nous reste à vivre, la seule chose qui nous reste à faire est de nous comporter en être humain. C'est une phrase qui va rester ensuite et qui va aider Dorota Lorska à tenir moralement jusqu'à la fin. Et donc Adélaïde passe le temps qu'elle va passer dans ce bloc, elle va passer son temps à soigner, à consoler, à soulager les femmes qui ont été victimes de ces expérimentations. Elle va faire en sorte de les soustraire à ces expérimentations en imaginant des quantités de stratégies, parce qu'en particulier, elle avait remarqué, elle savait que les femmes qui avaient leurs règles ne pouvaient pas être objet d'expérimentation. Et donc, elle avait imaginé un système où elle faisait croire que les femmes avaient leurs règles en mettant de l'éosine sur des serviettes, des tas de stratagèmes de cette façon pour leur permettre d'éviter d'aller se faire irradier et autres opérations. Mais finalement, elle réussit à s'échapper du bloc 10 et elle se cache à Birkenau pendant quelques temps. Mais quelques temps après son retour à Birkenau, Joseph Mengele, l'ange de la mort, dit l'ange de la mort la repère. Elle écrit « Quelque temps après mon retour du bloc 10 du camp des hommes, il me convoque pour me dire qu'il faut participer à ces atroces travaux sur les jumeaux. À ma question « Cet ordre est-il définitif ?» il répond « Mes ordres sont toujours définitifs. » Et finalement, elle a quand même dit non. Et il n'a pas réussi à lui opposer, il a calé face à elle. Elle a expliqué que c'était un détraqué, un dangereux, sans scrupules, qui jouait avec les existences humaines comme un chat avec les souris. Mengele faisait faire sa thèse par des détenus. Ça a été souvent le cas à Auschwitz. Et il avait son kindergarten, il avait organisé son vivier de cobayes, son kindergarten. Il arrivait donner des bonbons aux enfants. Il emmenait les enfants et il les ramenait souvent morts à leurs parents puisqu'ils avaient autopsié pour ces soi-disant recherches. Elle a appris quelque temps plus tard qu'il aurait dit à une de ses assistantes « Je ne peux pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire » à propos d'Adélaïde Oval. C'est quand même incroyable de la part de Mengele de dire cela. Mais néanmoins, son attitude de refus obstiné finit par exaspérer au plus haut point les autorités et il est question qu'elle soit exécutée quelque temps plus tard. C'est une de ses camarades qui la prévient. Orly, l'ange d'Auschwitz, lui annonce en fait qu'elle va être exécutée quelque temps plus tard et qu'il faut qu'elle renonce et qu'elle cède sur les expériences. Elle lui dit « Il faut que tu cèdes sur les expériences pour sauver ta vie ». Et Adélaïde dit « Non, je ne peux pas ». Toujours ce « non, je ne peux pas ». Je ne peux pas renier mes convictions. Je ne suis pas diplomate, dit-elle, et de plus, à mes yeux, un refus n'est efficace que s'il est massif. Donc elle dit non. Alors Orly lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout ». Elle lui donne un somnifère qui lui permet d'échapper à la mort, en fait. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle échappe à la sélection. Personne n'est venu la chercher. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé et personne ne vient la chercher le lendemain. Mais cependant, elle craignait qu'une autre personne ait pu être livrée à sa place. Ça quelque chose qui l'a beaucoup tourmenté dans la deuxième partie de sa vie, de savoir si finalement ils avaient besoin d'un quota et que quelqu'un d'autre avait pu être pris à sa place. Elle dit « Nous sommes absolument impuissantes à arrêter cette marche d'horreur. Et puis regardons-nous, nous ne faisons rien et pourtant nous sommes également responsables de ce qui se passe. » Elle est très culpabilisée alors qu'elle passait son temps à se battre. Fin 1943, elle est atteinte du typhus, elle ne s'en remet qu'en mars 1944. Les nazis venus à son chevet ont dit, paraît-il, elle va mourir parce qu'elle ne nous a pas obéi. Et finalement, non, elle ne meurt pas, elle guérit de ce typhus et elle est transférée en août 1944 au camp de Ravensbrück, où, avec quelques-unes des survivantes des 31 000, elles ne sont plus 49 survivantes sur les 239, et affectée à l'un des blocs de l'infirmerie où elle est de nouveau confrontée à des médecins nazis
Percival Traité, un individu répugnant, qui se complaisait dans la bestialité et la brutalité, qui se faisait un malin plaisir d'interroger Adélaïde sur ses origines, sur le fait qu'elle était française, etc. Il savait très bien qu'elle était française, mais il voulait qu'elle lui dise, pour ensuite devoir lui répondre « Ah, les Français, ce sont des dégénérés, ce sont des esclaves des autres peuples, et de toute façon, jamais ils ne joueront un grand rôle dans l'histoire. » Ce à quoi elle lui a répondu « L'avenir le montrera. » Effectivement, l'avenir l'a montré. Et Adolphe Winkelmann, surnommé le bourreau, qui lui faisait ses sélections, donc toujours ces fameuses sélections où un quota de femmes malades était envoyé à la chambre à gaz. Et il pimentait ses sélections avec différents procédés sadiques. Un jour, il écrivait les noms de celles qui allaient rester. Le lendemain, il écrivait les noms de celles qui allaient partir à la chambre à gaz. Et donc, les femmes ne savaient jamais si elles étaient sur la liste qui restait ou sur la liste qui partait. Adélaïde met tout en œuvre pour protéger ces femmes. Elle falsifie, voilà son rôle, un rôle très important qu'elle a mené dans cette infirmerie, dans ces infirmeries, c'est de falsifier les feuilles de température auxquelles les nazis accordaient beaucoup d'importance. Parce qu'elle écrit, ce sont des instruments redoutables selon ce qu'ils contiennent, un diagnostic dangereux et camouflé, il faut doser les degrés de température, en inscrire à celles qui n'en ont pas, la supprimer à celles qui en ont. Les résultats des analyses de laboratoire doivent être exagérés, supprimés ou inventés selon les cas. Et donc elle jongle comme ça, sans cesse, avec les feuilles de température, les diagnostics. Elle devait garder en tête exactement quelle était la situation des malades. Et elle a réussi à sauver beaucoup de personnes grâce à ça, mais certaines, malheureusement, elle n'a pas pu réussir à les sauver. En particulier une petite jeune fille de 18 ans qui avait la gale. Et elle a voulu la présenter couverte de quantité de fichus, etc. Et en fait, les médecins lui ont demandé de se dévêtir totalement. Et comme elle était couverte de gale, elle est partie à la chambre à gaz. Adélaïde est envoyée après quelques semaines donc, dans une usine de munitions où elle soulage des femmes qui ont été brûlées par le maniement de produits explosifs. C'est une usine de munitions Hermann Göring, un travail extrêmement dur où les femmes travaillaient absolument sans répit. Et donc elle les accueille à l'infirmerie. Elle met à disposition des lits de plus en plus nombreux, 5, 10, 20, 50, 100. Et à la fin, 200 personnes, 200 femmes, grâce à elle, ont pu venir se reposer à tour de rôle au Revire. Son attitude déplaît à nouveau assez supérieure et elle est convoquée pour s'expliquer à la commandante Tour. Et là, donc c'est un témoignage qui nous a été donné par Geneviève Leider, qui était une de ses compagnes, et qui a entendu la conversation qui s'est tenue. Elle s'était mise sous les fenêtres, elle entendait ce qui se passait entre le nazi et Adélaïde Oval, et elle a raconté donc ce qui s'est passé. Adélaïde défendait en allemand les détenus en disant que les prisonnières étaient fatiguées, qu'elles devaient se reposer absolument si les autorités voulaient qu'elles continuent à travailler. Elle ajoute « Monsieur le commandant, vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez, mais une chose est certaine, et vous le savez, de nous deux, le vainqueur, ce n'est pas vous. » Finalement, donc, alors ça c'est le procès, oui, c'est le procès de Londres, donc elle va expliquer un petit peu les ressorts psychologiques, comment elle a analysé les comportements des Allemands, ce qui est un témoignage unique en fait sur la psychologie des camps de concentration. Et le 30 avril 1945, le camp de Ravensbrück est libéré. Elle décide de rester 2 mois supplémentaires pour s'occuper des derniers malades intransportables. Elle aurait pu partir tout de suite, mais elle a dit non, je veux rester jusqu'au bout. Et donc elle va soigner les dernières malades intransportables jusqu'au début juillet 1945 avec Marie-Claude Vaillant-Couturier. Voilà. Et là encore, elle va continuer à sauver des vies, même si le camp était libéré, elle va continuer à sauver et à soigner ces malades. Elle disait un médecin ne peut pas abandonner ses malades, quelles que soient les circonstances. Elle aura passé 37 mois de déportation et elle est évidemment très très affaiblie en sortant de Ravensbrück. C'est une photo donc, qui vient des archives de la famille Oval. Adélaïde, à la sortie de Ravensbrück, elle a été vraiment au bout de sa résistance physique et morale et elle restera toute sa vie très très marquée par cette expérience. Ce que j'ai fait n'est rien, a-t-elle dit en sortant de Ravensbrück. Par ailleurs, si j'ai eu la chance d'avoir eu la possibilité de refuser, comme vous le lisez, ce ne fut certainement pas grâce à moi-même,
mais simplement parce que j'avais en moi quelque chose qui me disait qu'il y avait bien plus important dans la vie que de sauver sa peau. Et elle va recevoir plusieurs distinctions, la Légion d'honneur en 1945. Elle mettra très longtemps à obtenir son statut de déportée résistante, 18 ans, parce qu'elle devait fournir les preuves de sa résistance. Ça a été très difficile pour elle de devoir expliquer qu'en fait elle avait vraiment résisté à Auschwitz. Et l'État considérait que non, comme elle ne faisait pas partie d'une filière particulière, elle a dû prouver qu'elle avait résisté. Ça a été très dur pour elle de le vivre. Elle a été reconnue juste parmi les nations par l'État d'Israël en mai 65, avec une cérémonie le 17 avril 66. Et elle est très honorée à Yad Vashem, où son portrait figure à côté de celui de Raoul Wallenberg, qui est un diplomate suédois, et d'Oskar Schindler, industriel allemand, qui a sauvé également des milliers de juifs de la déportation. Et l'arbre qu'elle y a été conviée de planter se dresse encore dans l'allée des Justes. Donc là, on voit sa médaille. Donc ça, c'est ma biographie. Donc, avec cette citation de Yad Vashem, l'une des plus remarquables personnes que l'humanité ait connue. Alors ça, c'est le Panthéon, on en parlera peut-être plus tard. Et Flicker of Light, en fait, comme elle fait partie des justes qui ont sauvé des juifs à l'intérieur des camps de concentration, elle fait partie d'un petit groupe de justes qu'on appelle les Flicker of Light, scintillement de lumière à Yad Vashem. Ils sont 6, Ludwig Wörl, Lorenzo Peron, Jerzy Bielecki, Ella Lingus, Jerzy Pozimski. Lorenzo Peron est celui qui a sauvé Primo Levi. Voilà, ils sont 6, Flickers of Light à Yad Vashem. Voilà, et puis là, j'enchaîne du coup sur la panthéonisation. En fait, il y a le grand rabbin de France, Haïm Korsia, ainsi que Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, ont initié un mouvement, un comité pour demander la panthéonisation d'Adélaïde Oval en 2026 sur cette phrase de Marie-Claude Vaillant-Couturier, « Heidi, c'est une conscience ». Et donc, comme le disait Martine, un comité a été créé, un manifeste est en ligne que vous pouvez signer, parce que cette femme, sa vie est un symbole en fait, un symbole de fraternité universelle qui répond à de grandes questions et qui peut unir aussi la France sur des valeurs essentielles universelles. Merci à vous.